Dans ce champ de blé, les semis plantés en novembre ont déjà bien poussé, sans aucune mauvaise herbe. Et pour Thierry Georgel, exploitant agricole, c'est de bon augure, lui qui a choisi de se convertir au bio. Alors pourquoi le bio? Déjà, il y a une demande de la société, on est bien d'accord. Il y a 2 ans, j'avais été interpellé par une dame alors que j'épandais des engrais pour savoir ce que je mettais justement. Donc là, ça fait bizarre quand même. Et puis, ne plus dépendre des marchés mondiaux. Cet ex-éleveur laitier possédait une quarantaine de vaches, mais la crise du prix du lait a décidé de son passage au bio. Il n'en a gardé que 5 par affection. Des animaux de compagnie, ouais. Elles font pas de veau, elles sont là. Cet agriculteur a débuté sa conversion au printemps dernier pour les 170 hectares de son exploitation, dont un est consacré au maraîchage, le domaine de son épouse. Mais il faudra être patient et attendre 3 ans pour obtenir la certification bio. Donc la première année, c'est ce qu'on appelle du C1, conversion première année. Donc on n'utilise plus de pesticides, d'engrais, ni plus rien. Et les cultures partent en conventionnel. À partir de la 2e année, ce qu'on appelle le C2, les récoltes sont commercialisées mais utilisées en alimentation animale, bio. Et à partir de la 3e année, une fois qu'on a la certification, tout passe en bio et donc en alimentation humaine également. La farine sera vendue sur place ou à une coopérative. Les légumes et plantes aromatiques seront achetés entre autres par la légumerie de Xertini ou via la plateforme AgriLocal pour fournir les cantines des collèges. La demande de bio est en hausse et le département aide au financement de la certification, 30% au maximum, car en moyenne chaque année, un agriculteur doit débourser jusqu'à 400 € pour pouvoir la poser sur ses produits. On va lancer la 3e année, le dispositif maintenant est bien rodé et l'objectif pour nous c'est d'avoir de plus en plus d'agriculteurs bio sur notre territoire. Les Vosges sont le premier département du Grand Est en agriculture biologique, 10% de la surface agricole, grâce aux filières courtes, mais il faudra voir plus grand. Alors après, il faut derrière aussi que l'on construise et que l'on fasse évoluer aussi nos filières pour les valoriser en filière longue, pour les valoriser aussi au-delà de notre territoire. Dès 2015, avec la croissance du bio en France, les Vosges avaient été en avance avec un rythme de 20 à 30 conversions agricoles chaque année. Mais en 2017, le gouvernement a supprimé les aides au maintien des exploitations. Malgré cette baisse, on va dire, des aides, le bio continue à se développer. Voilà. Donc c'est un bon signe, mais il ne faut pas tomber dans un travers en disant le bio ça marche bien, donc il faut arrêter de les aider. Thierry Georgel et son épouse, eux, ne voient que des avantages dans leur conversion. Ils sont symboliquement les 300e agriculteurs bio des Vosges et leur fille a décidé de reprendre plus tard l'exploitation. Cela pourrait être un samedi soir comme un autre. Un match Strasbourg-Metz se joue au stade de la Méno, quand tout à coup au début de la 2e mi-temps, des coups de feu se font entendre. L'assaut des forces de l'ordre est lancé, l'attaque terroriste confirmée. Le scénario est bien rodé. Il y a les services de police et de gendarmerie qui, eux, vont essayer de gérer la crise et justement de déminer le terrain, comme on dit. Et ensuite, on a l'aspect secours. Surveiller la SAT, si ça descend en dessous de 94. Un exercice qui doit permettre aux différents services des forces de l'ordre et de secours de se coordonner dans des conditions proches de la réalité. Un brancard souple par équipe. Reçu ? Reçu. Allez, on se met en colonne et vous me suivez. Une fois le public mis en sécurité, direction le poste médical avancé, installé dans un gymnase voisin. Ici, les victimes sont recensées et prises en charge par les sapeurs-pompiers et les équipes du SAMU 67. Vous avez les urgences absolues, donc ça c'est les blessés graves sous les fers parallèles, qui eux vont être priorisés pour être envoyés vers les centres hospitaliers. Vous aurez les urgences relatives, donc c'est des blessés plus légers. Et ensuite on va avoir une autre catégorie de victimes qui vont être plus touchées psychologiquement, qui elles sont dans une autre structure que l'on appelle un centre d'accueil des impliqués. Pour cet exercice, 300 étudiants des écoles d'infirmiers du département ont été sollicités afin de se mettre dans la peau des victimes, avec chacun un rôle bien précis à jouer. L'objectif, tester la prise en charge psychologique et les méthodes d'enquête de la police judiciaire. J'ai juste vu quelqu'un dans mon champ visuel gauche faire un geste comme ça et mon ami s'est écroulé.
Donc je pense qu'il s'est fait poignarder. Et là, il y a eu des cris, il y a eu un mouvement de foule et du coup je suis partie, j'ai eu peur et je culpabilise un peu parce que là j'ai pas de nouvelles de mon ami, je sais pas où il est. Avec les figurants, c'est près d'1 millier de personnes qui ont été nécessaires pour la réalisation de cet exercice. Une occasion rare pour tous de travailler ensemble. On a peu l'occasion de travailler en interservice, donc avec tous les partenaires, et c'est là qu'on voit les difficultés de lien et de coordination. Et surtout, c'est des missions qu'on travaille rarement, puisque ce n'est pas notre quotidien. Donc de temps en temps, travailler sur des exercices de grande ampleur, c'est très important pour nous. Bilan de cette fausse attaque, 7 morts, une centaine de blessés, 3 terroristes abattus et un 4e interpellé. Cinq en 2 ans, c'est le nombre de dégradations subies par le jardin de cocagne de la Barbuise. À chaque fois, une ou plusieurs serres sont détériorées. C'est coupé avec un couteau, entre 1 et 3 mètres de hauteur du sol. Et donc quand c'est coupé, la serre elle se découvre avec les vents dominants. Et donc l'ensemble de la structure plastique est foutu. Le dernier méfait a eu lieu durant les vacances de la Toussaint, des frais et un manque à gagner pour l'association. Les dégradations ont un coût, même si les assurances en payent une partie. Tout le reste, toute la production qui ne peut pas être mise en culture, c'est une perte aussi pour l'exploitation. Donc les légumes qui ne poussent pas, on est obligé de les acheter à d'autres maraîchers producteurs. C'est pas de l'argent qui rentre directement dans les caisses de l'association. Réparer une serre coûte environ 2 000 € et représente une semaine de travail pour les salariés. On a enlevé les bâches, donc on a refait les tranchées. Et une fois que les caméras seront installées, on va remettre les bâches, refermer les tranchées et on espère que ça ira mieux. Pour nous, ça génère quand même beaucoup de travaux. C'est même pas pour prendre quelque chose sur la serre, parce qu'en général, il n'y a rien de volé. C'est pour vraiment un plaisir de dégrader. Il ne faut pas perdre espoir, je crois qu'il faut s'y faire. Il y a des gens qui se complaisent à dégrader les choses des autres. C'est dommage, on ne comprend pas pourquoi, il n'y a aucune raison. Surtout que c'est une association où il n'y a pas d'histoire particulière, donc on ne comprend pas. Ça nous fait perdre beaucoup de temps. Donc c'est pas seulement nous, c'est surtout aussi les clients, on a beaucoup d'adhérents. Il y a beaucoup de monde, donc ça fait perdre du temps à tout le monde, c'est embêtant. Les adhérents ont d'ailleurs été nombreux à soutenir l'association face à ces frais inattendus. Une cagnotte en ligne a permis de récolter des fonds pour mieux protéger l'exploitation. Au jour d'aujourd'hui, cela permet d'acheter tout le matériel et financer sur une année les abonnements téléphoniques. Et puis cela va aussi permettre d'acheter du matériel supplémentaire de sécurité pour les salariés. C'est vrai que c'est assez surprenant d'être aussi bien soutenu. On les remercie d'ailleurs, pourvu que ça continue encore un petit peu. La cagnotte participative prend fin d'ici une semaine. L'objectif est de recueillir 10 000 €. Les mâts pour les caméras de vidéosurveillance sont déjà en place. Un équipement nécessaire pour que les 20 salariés et 3 encadrants puissent travailler plus sereinement. Dans la choucrouterie Claude, créée au début des années 60, on a toujours travaillé le navet. C'est une histoire de famille. Ici, 300 tonnes de navets sont transformées chaque hiver. Le navet arrive, il est mis dans un silo, ensuite il est épluché, ensuite on enlève les impuretés et il est coupé en fils, un peu comme des spaghettis. Une fois qu'il est coupé en fils, il va en cuve, il est salé, on y met un poids dessus et il fermente au moins 8 jours. Ensuite, donc, on le sort de la cuve et il est conditionné en pot, soit en pot de choucroute crue ou en pot ou passé dans une machine où il cuira et il sera conditionné en petits pots. Depuis quelques années, la filière du navet tente de redorer l'image de ce légume dont la consommation est en baisse. À quelques kilomètres de la choucrouterie Claude, dans ce restaurant de Gevenaten, on retrouve justement le navet sous plusieurs formes, parfois bien loin des recettes traditionnelles. Le navet salé, c'est pas un peu vieillot? Oui, et puis non, c'est pas vieillot, c'est même très actuel. On peut le faire en été, même sur du navet nouveau, sous forme de crème avec des bâtonnets de légumes d'été, du concombre. Ça passe très bien, on n'a pas du tout d'amertume ou d'acidité. Mais aujourd'hui, au menu, c'est poêlé de Mannerstolz, une saucisse alsacienne accompagnée de navets salés.
Hormis dans ce restaurant, le navet alsacien devrait se trouver en supermarché ou en boucherie jusqu'à fin mars. Une salle pleine à craquer, preuve que la problématique préoccupe les Géromois. Ce vendredi soir, plus de 300 d'entre eux se sont rendus à la mairie de leur commune pour assister à une réunion publique sur le thème de l'hyperurbanisation. Un phénomène dénoncé notamment par un jeune collectif baptisé Gérardmer Patrimoine Nature, créé en décembre dernier par 3 habitants du secteur. Pour eux, comme pour de nombreux riverains, la prolifération des constructions de toute nature dans la perle des Vosges est lourde de conséquences. Parce qu'on en a marre, on ne dort pas des nuits. En plus de ça, comme il a fait très chaud cet été, on ne pouvait même pas ouvrir nos fenêtres. Une population qui vieillit, on a des écoles qui ferment, on a des incivilités. Pendant les week-ends, vous avez entendu les témoignages, il y a des gens qui n'en peuvent plus, des gens qui font la fête. Il y a des règles à respecter, elles ne sont pas respectées. L'urbanisme, c'est l'avenir. Les maisons qui sont construites, ce n'est pas pour 5 ans, 10 ans, c'est pour des générations. Donc, il faut penser global. Et le maire est souverain, dans le respect du PLU, bien sûr. Mais si le PLU n'est plus conforme à ce qu'on veut dans l'avenir, modifions-le. Le PLU, plan local d'urbanisme, est en effet mis en place par la commune, mais reste soumis, comme le rappelle le maire de Gérardmer, à des restrictions nationales. S'il admet que l'urbanisation doit être raisonnée, il maintient que la municipalité n'a pas toutes les cartes en main pour traiter le problème. On est régi par des règlements nationaux qui imposent des règles et on doit évidemment nous s'inscrire dans ce cadre-là. Donc à la marge, nous pouvons agir sur quelques niveaux. Par exemple, dans le dernier plan local d'urbanisme, on a réussi à mettre une restriction au niveau de la constructibilité des terrains en imposant une distance des réseaux publics existants. Au-delà de 50 mètres des réseaux, le terrain devenait inconstructible. Voilà quelques mesures que l'on peut prendre, mais au-delà, évidemment, ça s'inscrit dans un cadre national. Pourtant, les citoyens exigent d'être entendus. Avec plus de 150 permis de construire délivrés par la mairie en 2019, Gérardmer est devenue la ville la plus courtisée des Vosges. Dans la commune, près de 36% des logements sont des résidences secondaires. Un marché qui a explosé pour atteindre près de 2 000 € le mètre carré. On arrive à un prix de l'immobilier qui fait que je ne peux pas investir à Gérardmer. Pas parce que je gagne pas bien ma vie, je gagne correctement ma vie, mais ce n'est pas suffisant vu les prix élevés à Gérardmer depuis quelques années. J'aimerais avoir des enfants prochainement, m'installer sur Gérardmer, et je ne pense pas que ce sera le cas. Voilà. Donc je me dis qu'il y a un attrait pour la mairie aussi de devoir réglementer les choses pour que les familles s'installent, les jeunes s'installent et que la ville continue à vivre et que ce ne soit pas juste une ville à touristes. Une tendance qui gagne peu à peu les communes voisines comme la Bresse. Pourtant, si le tourisme est à l'origine de cette flambée des prix, cet agriculteur bresseau rappelle que c'est aussi ça qui fait vivre l'économie locale. La clientèle simplement des habitants de la Bresse ou de Gérardmer ne suffirait pas à vendre mes fromages. On a besoin aussi d'une clientèle de vacanciers, comme ici, plein de monde ici vivent du tourisme. Donc la pression foncière, elle est là. Ok, on peut construire. Moi, je suis pour la construction, mais pas à n'importe quel endroit, pour préserver en fait ces espaces. Le mécontentement étonne également cet urbaniste qui souligne la contradiction de certains Géromois. Finalement, c'est aussi les Géromois qui ont voulu que cette urbanisation soit importante, dans la mesure où les terrains étaient des propriétés des Géromois et qu'ils ont tous voulu que leur terrain reste constructible au moment du PLU. Donc aujourd'hui, si on a ce résultat-là, c'est aussi parce qu'à un moment donné, ces terrains ont été vendus et qu'ils ont permis d'être construits, tout simplement. Une première réunion publique qui a fait débat en tout cas et qui a permis au collectif Gérardmer Patrimoine Nature de gonfler ses rangs. À quelques mois des élections municipales, il espère que le mouvement interpellera les élus géromois.